au Polysécure épisode PME. Je suis accompagné d'Emeline. Et bonjour, toujours un plaisir d'être là. Également, j'ai très hâte d'aborder le sujet d'aujourd'hui. On sort de notre cédule normale parce que dans les nouvelles, dans l'actualité, il y a eu plusieurs cas rapportés de fraude de comptes de PME. Et là, ça a fait les médias. Il y a beaucoup de choses qui s'est dit. Moi, je trouve ça malheureux parce que les publications n'ont pas abordé, en mon sens, les vraies choses. On n'a pas profité pour éduquer les PME et les gens en général sur comment ça fonctionne. C'est quoi l'arrière-scène quand il y a une fraude bancaire? Parce que clairement, je pense que les gens pensent que c'est comme automatique, comme une carte de crédit, c'est magique, on appelle, pouf, tout est réglé. La réalité est tout autre. Je vais te laisser le décrire parce que tu as une bonne connaissance de ce processus-là. Puis justement, on va être capable de le décrire correctement, puis pour que les gens puissent comprendre qu'il y en est vraiment et justement placer les attentes aux bons endroits et de poser les bonnes actions pour aider l'institution financière à recouvrir l'argent qui a été fraudé. Assurément. Bon, pour mettre tout le monde en contexte sur ma propre légitimité d'en parler, c'est que j'ai moi-même travaillé dans le domaine bancaire. J'ai moi-même travaillé au niveau de la sécurité corporative, donc au niveau de l'analyse, au niveau de tous ces éléments-là. Il y a toutes sortes de dossiers qui ont pu être amenés sur mon bureau, dont des dossiers comme ça. C'est pas des enquêtes nécessairement faciles dans le sens où déjà faut se dire qu'il y a une panoplie de systèmes, on gravite vraiment avec plusieurs données qu'il faut aller croiser et on retrouve pas l'information jour 1 nécessairement. On est souvent en attente d'informations d'autres banques, d'autres institutions parce que l'argent fraudé se ramasse ailleurs. Donc il y a tout un processus aussi d'entrer en communication avec la banque de l'autre côté. Quand elle est au Québec, au Canada, c'est un peu plus facile. Quand elle est aux États-Unis, ailleurs, ça devient un peu plus compliqué. Mais concrètement, une enquête, un analyste, il a le dossier sur son bureau et puis là, c'est tout un processus de vérification, à savoir qu'est-ce qui est arrivé là dans le cas de la Banque nationale qui nous intéresse aujourd'hui, c'est des comptes qui ont été vidés, donc forcément c'est des gens qui se sont connectés aux comptes et qui ont vidé les comptes. Donc il y a eu un accès à un moment donné, on va faire un peu de renforcement sur qu'est-ce qui a pu arriver mais comment faire pour éviter que ça réarrive ultimement. Mais nous, avec cette information-là, on sait qu'une personne non autorisée a eu accès au compte, a vidé le compte en question. Donc on est capable de retracer différentes informations, à savoir déjà quelle adresse IP s'est connectée à ce compte-là. Depuis quel appareil? On peut voir si entre les connexions habituelles, les connexions légitimes, de savoir la personne habituellement elle connecte avec tel appareil, avec un iPhone, puis la résolution de son écran est de telle dimension. Donc on a quand même beaucoup d'informations sur l'appareil utilisé. Et sur l'adresse IP, bien entendu, aussi. Et nous, il faut savoir que dans le domaine bancaire, on n'est pas en mesure de savoir une adresse IP à qui est-ce qu'elle appartient. Ça, c'est plus des services de police qui sont en mesure de regarder ça un petit peu plus. Donc, on a de l'information. On peut voir effectivement que quelque chose a été douteux parce que c'est la première chose à faire, c'est de valider est-ce que c'est légitime ou non. Là, clairement, ça ne l'a pas été et possiblement qu'au niveau des analystes qu'ils ont dû voir, c'est une connexion d'un appareil inconnu avec une adresse IP inconnue qui sort complètement de l'ordinaire et que la transaction est faite. De l'autre côté, ce qu'on a comme information, c'est où est-ce que ça a été. Donc là, le travail de la banque, ça va être de faire tout ce qu'elle a en son pouvoir pour essayer de rapatrier les fonds, essayer de les ramener en contactant la banque de l'autre côté, en disant ceci est un virement frauduleux, ramenez-nous l'argent s'il vous plaît, bloquez-les. Déjà, du moment où est-ce qu'on se parle, gelez les fonds. Et dès que vous êtes capable, ramenez-les nous. Donc on est aussi un peu tributaire de la banque de l'autre côté et de leur propre délai de traitement, on va se le dire. Et là, de ce que je peux lire dans les médias, c'est quand même une histoire qui va finir par bien se finir ultimement, même si ça a mis des gens dans une situation très embêtante pendant un certain temps. Mais de ce que je vois, c'est que la plupart des fonds vont être récupérés. Ce qui est une très très bonne nouvelle parce que dans certains cas, et pire cas, c'est que le fraudeur, entre ce laps de temps, a eu le temps de vider le compte où est-ce qu'il a réceptionné l'argent. Et qu'une fois que l'argent n'est plus sur le compte, l'argent n'existe plus, on peut pas aller, on a perdu la trace. Et souvent, ça va pas être un autre virement, ça va être sorti cash ou même si c'est un autre virement, là, il y a comme un intermédiaire, puis il y a une autre banque, faut demander d'autres informations, c'est beaucoup plus long. Donc, j'ai l'impression que là, nos amis, les fraudeurs ont peut-être misplé sur ce point-là, c'est qu'ils ont laissé les sous sur le compte, mais ce qui est tant mieux pour nous en attendant, qui a fait en sorte qu'on a pu les ramener. Mais dans un cas où est-ce que c'était le pire des scénarios et les sous avaient quitté le compte de réception,
dans un cas comme celui-ci, j'en ai traité beaucoup des dossiers comme ça où la banque a aucune responsabilité, c'est pas elle qui est intervenue, c'est pas un employé qui a donné de l'information par erreur à un fraudeur, c'est pas, il y a aucune erreur à l'interne qui a été commise, ce qui fait en sorte que dans ce type de dossier-là, généralement les banques ne remboursent pas. Je dis généralement parce qu'il y a des exceptions comme toujours, mais généralement une banque ne rembourse pas parce qu'elle n'a aucune responsabilité. C'est un humain. Et ça, on le voit souvent avec la fraude aux fournisseurs, dont on a déjà parlé sur le podcast, où est-ce que moi, en tant que client d'une banque, mon fournisseur m'envoie un spécimen de chèque, dit « Hey, prochain paiement, on fait ça là-dessus. » Pas de problème. Fait que moi, je vais dans mon espace en ligne, je change mon bénéficiaire. Donc, il n'y a aucune action de la banque là non plus. Et dans de tristes scénarios, ce qui arrive, c'est donc qu'on ne se fait pas rembourser et qu'on perd l'argent complètement, qu'on revoit plus du tout sa trace. Et comme je disais au début, le but d'une banque, dans ce cas-là, c'est de faire tout ce qu'elle a en son pouvoir pour rapatrier l'argent, de le faire dans les meilleurs délais. Et c'est ce que j'ai l'impression qui a été fait dans ce cas-ci. Absolument. En tout cas, tout ce qui est l'information qui nous a été rendue disponible, la Banque nationale a fait d'énormes efforts pour récupérer. Puis comme tu dis, c'est une histoire qui va finir de façon heureuse parce que probablement que 100% des clients qui ont été fraudés vont retrouver l'argent qu'ils ont perdu là-dedans. Un élément important à mentionner parce que l'argent, ça s'invente pas. Ça là, c'est réglementé. Et ensuite, quand la Banque nationale va contacter la banque où l'argent est rendu, il faut que cette banque-là collabore avec la démarche parce que si la banque de destination ne collabore pas, et ça peut arriver dans certains pays, il est plus possible. L'argent, elle a fuité et il faut le voir comme de l'argent, même si c'est virtuel, même si elle est dématérialisée. C'est comme si quelqu'un est arrivé chez vous, avait pris une mallette d'argent et était parti avec. Donc, dans ce cas-ci, la banque n'est qu'un dépositaire de cet argent-là. Et comme vous l'avez autorisé, le transfert, ben, la banque a exécuté la requête qui a été faite, même si c'était fait de façon frauduleuse, la dite requête. Ouais, tout à fait. Donc j'espère que j'ai bien illustré aux personnes qui nous écoutent un petit peu le processus de bout en bout, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi le pire des scénarios. Tout est pas mal dans nos pratiques à nous et je pense que tu voulais faire du pouce et du renforcement aussi sur la distinction entre un compte bancaire et là on parle d'entreprise mais ça aurait pu être des particuliers aussi et les conséquences auraient pu être tout autant désastreuses. Mais c'est différent d'une carte de crédit. Tu vois, c'est très drôle, mais c'est pas drôle, c'est jamais drôle ce type de sujet, mais justement, une semaine avant que cette situation arrive, j'ai publié un thread sur la plateforme Thread, justement, en faisant un petit quiz et demandant aux gens, en fait, c'était sous forme de vrai ou faux, et je demandais, pensez-vous que votre banque vous rembourse, quel que soit le type de fraude que vous viviez? C'était un vrai, c'était un faux, donc j'ai même pas fait exprès, je pourrais être complice quasiment dans l'histoire parce que c'est arrivé beaucoup trop en amont, mais le point et la vérité, c'est non. Tandis qu'une carte de crédit, c'est différent. Je vais te laisser l'expliquer, tu vas être plus compétent que moi pour l'expliquer, tu as plus les mots-clés, mais c'est totalement différent. C'est pas les mêmes assurances, c'est pas le même processus. Veux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Puis c'est ça aussi qui amenait à la confusion autant dans les médias que dans la tête des entrepreneurs en pensant que parce qu'on est très habitué comme consommateur au fonctionnement des cartes de crédit, donc quand on se fait frauder, la récupération rapide, toute la beauté de ce processus-là. Mais ce processus-là a été conçu justement pour faciliter et augmenter la confiance des consommateurs en l'usage de la carte de crédit. Donc c'est une tactique qui est particulière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la carte de crédit, le marchand a un compte chez Visa, Mastercard, American Express. Et ce compte-là appartient à Visa, Mastercard, American Express. C'est pas une banque. Donc, de ce moment-là, c'est le véhicule qui est la carte de crédit ou la compagnie de crédit dans ce cas-ci, véhicule ça. Et donc, si le consommateur déclare une fraude sur une transaction, ce que la compagnie de carte de crédit fait, c'est qu'elle renverse la transaction. Elle retire l'argent du compte marchand. Et c'est la capacité d'une carte de crédit de faire ça parce qu'elle possède le compte marchand et chez elle. Et l'argent reste à l'intérieur de son réseau, contrairement à un cas bancaire où l'argent sort du réseau de la banque. Donc, la banque n'a plus cet argent en main. À la limite, si on prenait le cas de Banque nationale, si l'argent s'était prenait entre plusieurs comptes de la Banque nationale, à ce moment-là, il aurait été facile et même
trivial pour Banque nationale d'intervenir parce que ça reste à l'intérieur du même réseau. Dans le cas des cartes de crédit, ça reste dans le même réseau, fait que c'est cette capacité-là. Et quand on déclare une transaction frauduleuse, le problème, c'est que c'est le marchand qui paye la fraude. Et c'est ça qu'il n'y a pas personne qui gagne dans ces éléments-là, puis il faut ça comprendre. Et à une certaine époque où c'était plus difficile de faire des achats par carte de crédit sur certains sites étrangers, c'est la raison, c'est que les marchands refusaient les cartes de crédit étrangères parce qu'il y avait un niveau de fraude trop élevé, parce que c'est eux qui doivent payer la fraude qui est associée à ce genre de choses-là. Là, il y a des cas, s'il y a de la négligence, des choses comme ça, la carte de crédit va faire un peu comme tu mentionnais dans les cas de bancaires. Si il y a une erreur de la banque, et parfois ça l'arrive, c'est plutôt rare, mais ça peut, quand ça arrive, à ce moment-là, la banque va rembourser et non remettre l'argent. Puis c'est ça aussi qui est important dans les médias. La Banque nationale a retourné l'argent et elle n'a pas remboursé parce qu'elle n'a pas remboursé rien du tout. Ces éléments-là sont très importants. Et c'est cette confusion aussi, j'ai l'impression que les gens ça fait partie de la conscience collective et c'est inexact, malheureusement, dans le cas qui nous occupe. Je vais basculer on va en profiter pour faire des rappels de bonnes pratiques. Parce que un peu ce qui est arrivé, puis ce que les médias ont rapporté, il y a des entrepreneurs qui avaient des doubles vérifications de facteurs, il y avait quand même des pratiques de sécurité qui étaient adéquates en termes de protection de leur compte. Cependant, ils se sont fait avoir par différents types de fraudes. Ils parlent de phishing en général dans les médias. On n'a pas de détails très précis sur le modèle d'opération, puis probablement pour des raisons très évidentes qui n'ont pas voulu déclarer les modèles d'opération, pas que d'imitation. Il semblerait qu'ils sont quand même assez sophistiqués. Et dans tous les cas de ma compréhension, ils ont réussi à tromper la vigilance de l'entrepreneur pour que soit l'entrepreneur fournisse le code ou soit fournisse une façon aux malveillants d'accéder dans le compte, d'effectuer le transfert qui était un peu là. De là, il y a des actions à poser comme entrepreneur ou comme n'importe quel possesseur de compte de banque. Là, il n'y a pas juste dans ce cas-ci, c'était des PME parce qu'ils s'attaquent à eux autres parce qu'ils savent qu'ils ont plus d'argent qu'un particulier. Mais il demeure que c'est les mêmes techniques. Donc, de faire très attention. Le deuxième facteur n'est pas magique. C'est pas magical factor authentication. C'est une stratégie qui est dans une panoplie. Donc, d'être vigilant dans ces situations-là. Si vous vous faites appeler, entre autres, c'est un des cas, je pense qu'il y en a qui s'étaient fait appeler. Si vous avez cliqué sur des URL qui sont bizarres, utilisez pas votre compte de banque sur un ordinateur que vous utilisez pour faire de l'Internet. Plein de stratégies qui vous amènent à ne pas mettre en contact votre accès à votre compte de banque à travers des choses qui pourraient être interceptées dans le cas d'un logiciel massif qui vient sur la machine ou d'aider le malveillant en donnant des informations au téléphone sans avoir vérifié préalablement que la personne qui vous demande l'information est légitime et en aucun cas un employé de la Banque nationale et de n'importe quelle institution financière va vous appeler pour vous demander votre mot de passe ou votre facteur d'authentification. En aucun cas. Ça, c'est parce qu'ils ont d'autres moyens de toute façon pour accéder aux comptes ou aux informations qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de cette intervention-là. S'ils ont besoin, mais ils vont à la limite, vous faire aller en succursale justement pour qu'il y ait un lien physique qui soit en place pour justement vérifier l'identité, autant pour l'institution bancaire que pour l'individu. Il y a un lieu dans lequel on peut avoir cette assurance-là. Je fais un tour, mais je vais te laisser aussi parce que tu as sûrement d'autres très bonnes idées aussi pour aider les entrepreneurs et tout client, toute personne qui a un compte de banque justement de se prémunir d'une attaque de cette nature-là. Tout à fait, tout à fait. Déjà, je ne peux que penser à notre podcast qu'on a fait sur le sujet, sur le contournement du double facteur d'authentification. Donc, je vous invite à aller l'écouter parce qu'on a donné beaucoup de jus et de valeur sur les façons possibles pour un fraudeur de contourner. Donc, c'est pas un cours 101 de comment contourner, bien entendu, mais de comment est-ce que il faut être vigilant par rapport à ça. Tu parlais des appels et ça vient me chercher de plusieurs façons. J'ai des lumières qui allument parce que effectivement, le bout le plus compliqué pour un fraudeur, c'est le double facteur d'authentification, c'est le code. C'est pas nécessairement le mot de passe aujourd'hui. Donc le mot de passe, il peut l'avoir entre les mains de quelle que soit la façon, mais il est bloqué par ce deuxième bouclier qu'on recommande d'avoir, qui est le double facteur d'authentification. Maintenant, il faut pas se faire prendre parce qu'on peut vite être pris au dépourvu. La technique de fraude qui est beaucoup utilisée en ce moment, c'est quelqu'un qui t'appelle pour dire vous faites frauder, il faut intervenir maintenant. Ça, c'est actuellement très très utilisé. Fait que là, tout de suite, t'es en mode panique. T'es comme, comment ça, je me fais frauder? Bon, faut mettre des mesures de sécurité. Let's go. Je vais coopérer. Ne le faites pas si vous n'avez pas initié l'appel.
Si c'est pas vous qui avez initié l'appel, même si c'est le numéro de la Banque nationale, de la Desjardins, de n'importe quelle banque qui apparaît sur votre affichage, ça peut ne pas être la banque en question. Parce qu'aujourd'hui, avec la téléphonie IP, c'est très facile de faire croire qu'on appelle d'un certain endroit alors que pas du tout. Donc ça, c'est un élément, même si c'est l'affichage, qui dit que c'est pas à prendre pour du cash. Et maintenant, au niveau des appels, ce qui me fait réagir, mais quand je dis réagir, c'est plus ce qui me fait allumer, c'est que quand vous appelez votre banque, en ce moment, la pratique pour vous authentifier vous-même, c'est plus nécessairement de vous poser des questions de sécurité. On va vous en poser quelques-unes, mais ensuite, on va vous envoyer un code par texto. Et c'est légitime. C'est quand j'appelle ma banque, qu'elle me le demande, il y a un pop-up, je lui donne le code, c'est légitime, ça permet d'identifier. Mais pensez-y, si c'est pas vous qui avez initié l'appel, peut-être que la personne, elle n'est pas en train de vous envoyer un code d'authentification. Elle est peut-être en train de vous envoyer, en fait, le code de double facteur qu'elle a besoin pour rentrer sur la plateforme en question en ce moment. Donc, faites hyper attention au code, la façon dont vous les transmettez. Une autre stratégie qui aurait pu être utilisée, c'est aussi le fait d'appeler pour une réinitialisation de mot de passe en disant votre compte actuellement est en compromis, on vous appelle pour réinitialiser votre mot de passe. Ouf, fait que là on est un peu stressé et on va le donner le code qu'on reçoit par texto pour supposément nous authentifier, alors que finalement c'est tout simplement pour rentrer sur la plateforme en question. Aussi, on l'oublie, puis je pense pas que ce soit le cas dans ce qui nous intéresse aujourd'hui avec la Banque nationale, parce que considérant le volume de personnes concernées, c'est sûr que c'est d'autres choses, mais votre courriel, c'est une mine d'or d'informations. Et si vos codes de double facteur d'authentification sont reçus de cette façon-là, mais c'est un gros jackpot pour les fraudeurs. Parce que si vos codes de récupération est reçu par courriel et que le fraudeur est dans votre courriel en ce moment, c'est super facile pour lui d'accéder. Mot de passe oublié. Oh tiens, le petit code et hop, 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 comme à la maison. Donc ça aussi, le courriel comme double facteur d'authentification à décourager le plus possible. C'était les petits points que je voulais ajouter en lien avec ça aussi. Effectivement, faites attention aussi. Arrangez-vous pour sélectionner des adresses courriel. Puis j'ai eu un cas semi-médiatisé qu'un homme politique québécois qui à la télévision était mentionné qu'il n'avait qu'une seule adresse courriel et qu'il n'utilisait que celle-ci. Et ça, c'est une pratique non recommandable qu'on déconseille fortement parce qu'à ce moment-là, on vient de mentionner aux fraudeurs c'est quoi le chemin, c'est quelle adresse courriel qu'on va faire, qui va pouvoir l'aider dans sa fraude, ces éléments. Ayez des éléments justement distinctifs qui ne sont pas trop publics du moins, ou ne le publicisez pas là, autant que possible, ce genre d'informations-là, pour vous prémunir contre. C'est pas parfait, mais au moins ça met une barrière à l'entrée. Vous ne serez pas la première cible. C'est un peu malheureux à dire. Courez un peu plus vite que le précédent pour pas que l'ours vous mange. C'est un peu ça. Mettez-vous pas dans une situation où vous allez vous mettre plus à risque que nécessaire dans un univers qu'on est déjà très, très, très à risque. Moi, ça fait le tour. C'était vraiment un survol rapide justement pour démystifier le processus d'enquête, enlever l'impression que ça fonctionne comme une carte de crédit, puis donner des petites astuces justement pour que si possible, on puisse réduire ce genre de situation malheureuse-là. J'ai beaucoup d'empathie pour les entrepreneurs. Si je m'étais fait vider mon compte d'entreprise de la même façon, je serais très, très malheureux aussi. Puis donc, d'être très, très prudent, soyez très vigilants. Les fraudeurs ne cesseront pas, ils vont probablement même augmenter dans les prochaines années. Donc, augmentez vos pratiques, sensibilisez-vous, écoutez le podcast, c'est une des stratégies qui vous amène justement. Et de toute façon, je vais te lancer des fleurs aussi. Tu as plein de capsules que tu rends disponibles gratuitement sur LinkedIn, des éléments comme ça. Il y a des formations, entre autres, que tu donnes qui servent à accompagner. La trousse que tu as développée avec 2 autres collaboratrices pour le Malouin 25 qui sont, même si c'est une partie, c'est pas la totalité de ce soir, mais c'est quand même des pratiques qu'ils mettent en place qui nous aident à se prémunir contre ce genre de situation qui est très malheureuse pour ces entrepreneurs. Assurément. Puis j'ai envie de finir sur une dernière petite anecdote, si tu me le permets, très très récente pour moi aussi. C'est pas plus tard que aujourd'hui les gens savent pas, on est vendredi, peu importe, mais sur LinkedIn j'ai fait un petit sondage ludique. Je pense que c'est hier que je l'ai fait. Je demandais aux gens, hey, votre sapin de Noël, vous le décorez tout de suite après l'Halloween ou dès le 1er décembre. Et soyez attentifs à ce que vous partagez en ligne. J'ai des personnes qui, sans s'en rendre compte, et c'est anodin, m'ont partagé leur date d'anniversaire.
Parce que inconsciemment, tu dis, moi, pas avant ma date d'anniversaire, pas avant ma date de fête, telle date. Pas avant le truc, je laisse passer mon anniversaire. Et je blâme pas du tout la personne qui a répondu ça. Et je pense sincèrement que j'ai eu au moins 2-3 personnes qui ont eu ce type de réponse-là. Ça a l'air bête, ça a l'air anodin. C'est un post public sur LinkedIn. Vous venez de donner votre jour, votre mois de naissance. Faites attention à ce que vous partagez en ligne, aux traces que vous laissez en ligne. C'est mon petit mot de la fin. Tout à fait. Merci énormément pour cet épisode spécial, justement hors série, par rapport à nos choses. Puis sur ça, je te souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end parce que tu as déjà déclaré qu'on était vendredi. Merci énormément. Un gros merci, à la prochaine.